L'automne, c'est une explosion de couleurs en forêt. Les mélèzes qui tournent à l'orange, le brame du cerf, les premières neiges. Mais l'automne, c'est aussi ça. La chasse est en train de se passer. Et voilà, maintenant il y a eu un tir. En Suisse, plus de 30 000 chasseurs et chasseresses abattent chaque année environ 70 000 chevreuils, chamois, cerfs ou encore sangliers. Si l'argument de la régulation est souvent évoqué pour expliquer cette pratique, la chasse reste un réel sujet de discorde. Alors on fait le point. Quelle est sa véritable fonction? Quels sont les droits et devoirs des chasseurs? Et à quel point est-ce que la régulation de l'espèce justifie cette pratique? Pour exercer, chaque chasseur doit être en possession d'un permis, obtenu après avoir passé un examen théorique et pratique. Un certain nombre de règles régies par les cantons sont à respecter. Par exemple, la nouvelle directive 2023 pour le canton de Vaud interdit la chasse au tétralyre, une espèce toujours autorisée à tirer en Valais. 6 coqs par chasseur et par année de chasse sont tolérés. Un seul par jour entre le 16 et le 31 octobre, et pas de femelle. En revanche, aucune vérification n'est appliquée. J'aime beaucoup la chasse au tétralyre parce que c'est une chasse où tu es actif. Tu pars tôt le matin, tu montes au lever du jour, après tu marches doucement avec ton chien en lisière de forêt. Et puis c'est un gibier qui est magnifique et qui est dur à tirer. Finalement, c'est très rare que j'en prélève un. Le tétralyre, c'est une espèce qui est beaucoup menacée, mine de rien. On la chasse encore, mais ce qu'il faut penser, c'est que le pourcentage de mortalité des tétralyres à la chasse, c'est que c'est très faible. Et la principale cause de mortalité, c'est les dérangements hivernaux, c'est-à-dire le ski de randonnée, etc. Et c'est une histoire de tradition, de passion, et je trouve que c'est une liberté encore qu'on a le droit d'avoir de chasser le tétralyre, parce qu'on a une population qui, malgré tout, se porte bien. Chasser le tétralyre, ce n'est pas une chasse durable. Le tétralyre est en grande difficulté. Ces oiseaux ont beaucoup de peine à assurer leur reproduction. Il y a toute une série de dérangements. Et la chasse est un facteur supplémentaire. Et donc, ce n'est pas légitime au XXIe siècle de continuer à tirer sur ces oiseaux-là. Et c'est ça qu'on attend à BirdLife, c'est qu'il y ait des mesures. Parce que, voilà, chasser un oiseau qui est déjà fragilisé, ça nous paraît vraiment absurde. Pour François Turian, des espèces comme le tétralyre, mais aussi le lagopède alpin, la bécasse des bois, le lièvre variable ou encore le lièvre brun devraient être mieux protégés. S'il n'y a plus besoin de chasser pour se nourrir, la tradition a longtemps été un argument pour faire perdurer cette pratique. Aujourd'hui, les fédérations de chasseurs tentent d'en finir avec cette image traditionnelle. La préservation des espèces et l'amour pour les animaux sont les arguments phares de leur communication, à l'instar de cette campagne française qui avait fait beaucoup de bruit en 2018. Ouais, alors je pense que tous les chasseurs, on aime les animaux. Je pense qu'il n'y a pas un chasseur qui va à la chasse pour leur faire du mal. Hein. La chasse, c'est une activité générale pour les gens qui aiment la nature, qui aiment la comprendre, qui aiment vivre avec. Et je pense clairement que les chasseurs, on est écologistes. Les chasseurs, ils s'investissent dans l'aménagement des biotopes. Après, ils aident pour tout ce qui est comptage, pour les oiseaux, etc. Après, on observe la nature, on voit l'évolution de celle-ci. On ne peut pas avoir une vision du monde ou de l'interaction entre l'humain et son environnement qui est basée toujours sur cette violence, sur cette domination, sur cette élimination d'animaux, en se disant qu'on fait de l'écologie. Enfin, l'écologie, c'est pas écraser, dominer, considérer que dès qu'il y a une population d'animaux qui a l'air trop nombreuse, on élimine. Pour certaines espèces, la fonction de régulation est souvent évoquée. On chasse le cerf pour réguler l'espèce, tenir une population quantitative qui soit acceptable pour un bon développement forestier. Alors parlons-en du cerf. Après son extinction il y a plus de 100 ans, le cerf a été réintroduit en Suisse via le Jura dans les années 70. Si sa chasse est autorisée dans certains cantons, même exceptionnellement à Genève cette année, c'est parce que depuis le début des années 2000, sa population n'a cessé d'augmenter. En 2000, à l'échelle suisse, moins de 7000 cerfs étaient abattus, tandis qu'aujourd'hui, près de 14 000 sont autorisés à être éliminés. Pour faire face aux dérangements causés par les humains, même s'ils préfèrent les espaces ouverts comme les prairies, le cerf a changé son habitat pour se réfugier dans les forêts. Et le souci, c'est que le plus grand ongulé de Suisse commet certains dégâts sur les jeunes pousses. Une surpopulation de cerfs équivaudrait à quasiment la disparition de la forêt. À quelques centaines de mètres d'ici, on a envoyé le chien et deux collègues. Donc, quand il aboie, il sait qu'il a trouvé le gibier, il est en train de le pourchasser. Pour l'instant, voilà, la chasse est en train de se passer. Et voilà, maintenant il y a eu un tir.
C'est-à-dire que le cerf, il est arrivé sur un collègue qui est posté, qui vient de tirer sur un cerf. On va attendre les résultats. Donc, peut-être qu'il a... J'espère que ce soit réussi. On va voir. On attend. Il y a une chasseresse qui a tiré un cerf. Ils ont retrouvé de la chair. Par contre, à ce stade, on ne sait pas si l'animal est blessé ou tué. C'est pour ça qu'ils ont fait appel au chien de rouge qui est formé pour suivre les traces du gibier. Quand il y a eu un animal qui a été blessé et qui repart, qui n'est pas mort tout de suite, on fait appel à nous et on va rechercher pour abréger les souffrances de l'animal. Il y avait une pive avec du sang là. Ouais. Bon, le cerf qui a été blessé n'a pas été retrouvé. Ça fait maintenant 3-4 heures qu'il a été tiré. On a l'image de l'animal qui est tué net à la chasse, mais la chasse, c'est quand même rarement un animal qui ne bouge pas à 20 mètres par quelqu'un qui est un tireur d'élite. En fait, dans l'immense majorité des cas, c'est un animal qui est assez loin, qui bouge, qui est entre du feuillage, et même avec la meilleure volonté du monde, si on peut dire, puisqu'à la fin ils vont tuer, il y a énormément d'animaux blessés, si bien qu'en fait, même quand on s'intéresse à une chasse normale ou considérée comme normale du fusil qui tire sur ce qu'on appelle un grand gibier, il y a énormément d'animaux qui se prennent des balles dans le museau, qui se prennent des balles dans le ventre. Il y a même un vocabulaire spécifique pour ça, on parle d'une balle de panse. Pourtant, des alternatives au tir existent. En voici quelques exemples. Il y a les mesures passives, comme l'exclos, une grande barrière qui permet d'éviter que le cerf ait accès à une zone de régénération forestière et donc éviter des cas d'abroutissement. Le bourgeon apical est d'une année à l'autre abruti, donc mangé, parce que c'est une source de nourriture pour le cerf. Les tipis, qui protègent les arbres contre l'écorçage, donc le fait que le cerf arrache l'écorce pour se nourrir. Ou encore les corbeilles, qui protègent les plants des dents des ongulés. Et parmi les mesures actives, il y a la création de clairières. Donc on va offrir une offre alimentaire variée aux cerfs. Donc on va leur dire justement venez manger ici plutôt que dans nos forêts de production. À la base, c'est une prairie naturelle avec une zone humide, mais il y a eu des travaux forestiers un peu à Tours pour rendre au maximum de surface aux cerfs. Ces mesures mises en place par la Direction générale de l'environnement sont cependant coûteuses et insuffisantes pour protéger l'ensemble de la forêt. On peut encore citer la prédation naturelle, donc le rôle des grands prédateurs comme le loup, ou encore la stérilisation qui fait son chemin. La question qui peut donc se poser, qui est de l'ordre sociétal, c'est que veut-on de nos forêts ? En fait, la forêt, c'est pas forcément la forêt des sylviculteurs. Donc évidemment, on a besoin de bois, mais une forêt où il y a une certaine densité, quantité d'herbivores comme des ongulés, c'est pas la même forêt qu'une forêt où il y a moins d'ongulés. Mais il faut aussi essayer d'avoir beaucoup de recul historique. Avant, en Europe, il y avait d'autres espèces d'herbivores. Il y avait des bisons dans les forêts, il y avait des aurochs dans certaines forêts, je parle d'il y a plusieurs siècles. Et les forêts étaient différentes, mais elles existaient quand même. Donc l'argument qui dit s'il y a trop de cerfs, ça va faire disparaître la forêt, c'est une énorme exagération. Enfin, les cerfs ne font pas disparaître la forêt, il faut rendre la forêt différente et ça peut être en contradiction avec des objectifs sylvicoles. Mais là, c'est autre chose, c'est plus vraiment une question écologique. On a de l'ingénierie qui est capable ou qui devrait être capable de faire en sorte qu'on puisse soit cultiver pour les parties agricoles, soit pouvoir exploiter la forêt de façon respectueuse sans avoir à envoyer des gens sur le terrain avec des fusils et des gilets oranges, quoi. Le temps. Le temps.